Vous Oui, m'entendez toujours? oui. Alors, il faut me retirer la parole. Alors, Parce que je moi, vous mets en muet. je vous entends plus. Je vous mets en muet, oui. Ouais, exactement. Voilà. Euh, Ah oui, d'accord. Visiblement, c'est. Et ensuite, l'enregistrement sera disponible où? Là, moi, je l'ai lancé, donc il sera disponible sur mon ordinateur et je pourrais le partager D'accord. par la suite. Ok. Parfait. Il me semble également, et effectivement, que les micros sont coupés automatiquement, oui. Il n'y a que nous qui pouvons parler, je pense. Oui. Alors, là, en fait, c'est. Il est 9h30, je ne sais pas, on peut peut-être attendre encore un petit peu.
Peut-être que l'on peut commencer, Ouais, vu le temps qui nous est imparti oui, c'est et sûr, l'ampleur du sujet à traiter. c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier, ce premier atelier des journées consacrées au secteur café, hôtel, restaurant qui sont organisées par le Barreau de Paris en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Alors, ce premier atelier est consacré à la gestion du bail commercial en temps de crise. Et voilà, on va vous exposer un certain nombre de mécanismes juridiques qui vous seront utiles dans le cadre de vos négociations avec votre bailleur, essentiellement sur la question des loyers, qui constitue sans doute un de vos premiers sujets de préoccupation. Alors moi, je suis Constantin Hett, je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce essentiellement en droit immobilier et en droit des baux commerciaux. Et donc, j'animerai cet atelier avec ma consoeur Caroline Thomas-Isser. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Thomas-Isser, avocate au barreau de Paris. J'exerce principalement en droit immobilier et plus spécifiquement en droit des baux commerciaux. Je suis par ailleurs chargée d'enseignement à l'Université Paris 2 et j'écris régulièrement des articles sur l'actualité juridique du droit immobilier à destination des professionnels. Concernant notre atelier de ce jour, donc celui-ci est consacré à la gestion du bail commercial en temps de crise, spécifiquement pour le secteur café, hôtel, restaurant. Donc dans le cadre de la gestion de votre bail et spécifiquement de la question du paiement des loyers, il convient de garder plusieurs choses en tête. Premièrement, il faut savoir que les loyers commerciaux restent dus. C'est-à-dire que malgré tous les textes qui ont pu être adoptés, qui sont très protecteurs du preneur dans le cadre de cette épidémie de Covid-19, aucun des textes ne permet au preneur d'obtenir une annulation pure et simple des loyers, et ce, même si certains locaux commerciaux ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Les loyers restent dus, mais parallèlement, il faut savoir que le bailleur n'a pas intérêt à vous voir en difficulté financière telle que vous puissiez cesser votre activité et libérer les locaux finalement. Puisqu'un local commercial, il faut le savoir, sa valeur est constituée en partie du bail commercial. Puisque un local commercial dans lequel se trouvera un preneur en bonne santé financière, qui règle ses loyers, aura plus de valeur qu'un local commercial qui est vide et qui sera donc dévalorisé. Les deux parties, donc bailleur et preneur, ont par ailleurs plutôt intérêt à éviter les procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses et de se rapprocher, en fait. Ils ont plutôt intérêt à se rapprocher pour trouver un accord commun, puisque tous les deux sont un petit peu liés et ont tout intérêt à trouver une solution pour sortir par le haut de cette crise qui impacte économiquement bailleurs et preneurs. Comme vous l'aurez compris, à notre sens, la négociation joue donc un rôle central. Et c'est ce qui va faire l'objet donc de notre première partie, puisque on a décidé de structurer notre intervention en 3 parties. Donc la négociation joue un rôle central, mais pour bien négocier et pour bien mener sa négociation, il faut bien être conscient des positions respectives de chacune des parties. Et pour que vous en soyez pleinement informés, on évoquera dans une deuxième partie l'action judiciaire qui est ouverte au bailleur, puis au sein d'une troisième partie, les actions qui sont au service du preneur. Concernant la négociation, donc, il convient tout d'abord de savoir comment initier la négociation, puis ensuite de se poser la question de savoir que négocier finalement. Concernant l'initiation de la négociation, il convient tout d'abord de souligner l'importance de la bonne foi, l'importance de la bonne volonté, puisque votre bonne foi en tant que preneur va pouvoir donner envie en fait, à votre bailleur d'entrer en négociation et de vous accorder
un échelonnement de votre dette locative, voire une remise partielle et temporaire de loyer. En illustration, on peut citer un jugement rendu sur le fond par le tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020. Cette décision illustre, aux côtés d'autres décisions que j'évoquerai ultérieurement, l'importance accordée à la bonne foi par les juridictions qui se livrent à chaque fois à un examen vraiment approfondi sur la question de savoir si, autour des loyers commerciaux pendant cette période de Covid-19, les parties sont ou non de bonne foi. Concernant donc l'affaire ayant fait l'objet du jugement du 10 juillet 2020, il s'agissait d'un bail commercial à destination de pubs, salons de thé et musique d'ambiance. Dès le mois de mars 2020, le preneur a considéré que la fermeture administrative de son commerce était de nature à le décharger de son obligation de paiement et a donc cessé de régler ses loyers commerciaux. Le tribunal a retenu que le bailleur avait proposé un aménagement, que le preneur, quant à lui, n'avait jamais formalisé de demande claire de remise totale ou partielle de loyer ou de charges dues, ni sollicité d'aménagement de ses obligations sur une période déterminée. Et le tribunal a considéré donc que le bailleur a exécuté ses obligations de bonne foi et a condamné le preneur à régler ses loyers impayés. Donc le rôle de la bonne foi est fondamental. Une autre décision illustre aussi l'importance de la bonne foi sur cette question des loyers Covid, entre guillemets. Il s'agit d'une ordonnance de référé qui a été rendue par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2020. Par cette ordonnance, le tribunal de commerce a condamné le preneur à régler au bailleur la somme de 55 748 € au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2020. Il s'agissait dans cette affaire d'un bail dérogatoire d'une durée de 3 ans à destination d'ateliers de confection, import-export et vente de produits textiles. Les impayés étaient constatés à compter du mois d'avril 2020 et le preneur se disait victime, donc bien évidemment, de fermeture administrative. Tout d'abord, le tribunal a rejeté les moyens tirés de la force majeure, de la perte partielle de la chose louée et de l'imprévision. Donc, ce sont des moyens qui ont été largement relayés jusque dans les médias. Je pense que vous en avez entendu parler. Sur la bonne foi, le tribunal constate que pendant le premier confinement, même si le montant du chiffre d'affaires du preneur était bien inférieur à celui de la même période l'année passée, ce montant de chiffre d'affaires du preneur était tout de même 6 fois supérieur au montant du loyer. Le tribunal relève également que le preneur qui a été interrogé à l'audience est resté taisant sur une éventuelle assurance perte d'exploitation et l'obtention d'un prêt garanti par l'État. Par ailleurs, le tribunal relève que le preneur ne produit aucune situation de trésorerie et que malgré une reprise générale de l'activité économique, le preneur a persisté à ne pas s'acquitter des loyers. Le bailleur, quant à lui, a proposé au preneur l'étalement des loyers. Le tribunal relève également que la proposition du preneur d'échelonner le paiement de sa dette sur 24 mois est irréaliste au regard de la durée du bail restant à courir qui n'est que de 16 mois. Le tribunal retient donc que le preneur échoue à démontrer sa bonne foi et entre en voie de condamnation concernant le paiement des loyers. Donc la bonne foi a un rôle très important dans la négociation puisqu'elle vous permettra à la fois de mettre le bailleur en bonnes conditions et de lui donner envie en fait de négocier avec vous et de vous accorder des concessions, mais également si la négociation malheureusement n'est pas possible et que l'affaire se termine devant le tribunal lors d'une action en paiement ou en acquisition de clauses résolutoires, vous disposerez de preuves pour établir auprès du tribunal que vous êtes de bonne foi, sachant que les tribunaux accordent vraisemblablement une importance toute particulière à la bonne foi des bailleurs et preneurs concernant cette question de paiement des loyers. Mais comment faire preuve de bonne foi? Comment faire preuve de bonne volonté? Tout d'abord, il est bien évidemment nécessaire de respecter les clauses et conditions du bail commercial.
C'est-à-dire, par exemple, de maintenir les locaux assurés alors qu'ils sont occupés mais qui sont fermés. L'obligation d'assurance, elle est toujours en vigueur et elle doit être respectée. Il convient également d'exploiter dans des locaux une activité conforme à la destination du bail. Il ne s'agirait pas d'exploiter une activité qui n'est pas autorisée et qui justifierait éventuellement une résiliation. La bonne foi, au regard des décisions qui ont été rendues par les juridictions parisiennes, à notre connaissance en tout cas, euh, implique aussi la mobilisation des dispositifs de soutien existants. C'est-à-dire que vous devez faire preuve de bonne volonté et de montrer que vous tentez vraiment de vous sortir de cette situation en mobilisant tous les dispositifs qui pourraient vous permettre de retrouver un petit peu de trésorerie et que vous ne comptez pas exclusivement sur les remises ou de loyer du bailleur ou sur un étonnement de la dette locative. Donc il convient, à mon sens, que vous puissiez justifier de la mobilisation de votre assurance perte d'exploitation si vous en avez une. Et là encore, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous puissiez en justifier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que d'ores et déjà, vous ouvrir un dossier, en fait, où vous consignerez tous les éléments de preuve de vos démarches. Donc vos démarches, par exemple, de déclaration de sinistre auprès de votre assurance, une réponse éventuellement favorable ou pas. Il convient également que vous puissiez mobiliser le dispositif d'activité partielle pour vos salariés, mais également demander à bénéficier du fonds de solidarité si vous y êtes éligible et solliciter un prêt garanti par l'État. Il convient également que vous puissiez vous acquitter des loyers dès que ça vous est possible, même partiellement, puisque on a pu remarquer que dans les décisions qui étaient rendues, c'est une question à laquelle les juges étaient particulièrement attentifs. Puisque pendant la période de reprise, le chiffre d'affaires a dû un petit peu reprendre et il convient de pouvoir démontrer à votre bailleur et éventuellement au juge que votre priorité, que vous êtes de bonne foi et que dès que vous avez un petit peu de trésorerie, vous avez bien en tête qu'il convient de payer votre loyer et vous le faites dès que vous le pouvez. Une fois que voilà, vous êtes de bonne foi, vous estimez être dans de bonnes conditions pour initier une négociation, il vous appartient de formuler une proposition de négociation à votre bailleur. Là aussi, je vous conseille de privilégier une proposition écrite, puisque les échanges téléphoniques, vous ne pourrez pas en faire état devant le juge si l'affaire finit au contentieux. Donc, je vous recommande de procéder par écrit et de toujours vous garder une copie de la lettre que vous allez envoyer, en fait, ou de l'email, et de la consigner dans votre dossier avec toutes les preuves que vous aurez concernant les démarches que vous aurez entreprises pour solliciter les aides, etc. Concernant la structure de votre demande écrite de négociation. Je vous conseillerais tout d'abord, bien évidemment, de rappeler en fait l'existence des relations contractuelles avec votre bailleur, en rappelant la date de prise d'effet du bail, la date de signature, si elle est différente, la durée du bail et le montant du loyer. Indiquez également à votre bailleur que vous rencontrez bien évidemment des difficultés économiques importantes en raison de la pandémie de Covid-19, que pour surmonter cette crise, vous avez sollicité toutes les aides qui étaient à votre disposition, mais que celles-ci ne suffisent pas en fait pour vous permettre de régler intégralement vos loyers. Et là, vous pouvez donc formuler idéalement plusieurs propositions à votre bailleur. Vous pouvez formuler par exemple une remise partielle une demande de remise partielle de vos loyers, ou alors un report, ou bien une négociation des conditions du bail.
les possibilités sont diverses et variées, mais sur ce point, je laisse la parole à mon confrère Constantin Hett qui va vous indiquer que négocier. Merci. Alors, effectivement, que négocier, l'objectif des preneurs que vous êtes, c'est effectivement de dégager de la trésorerie et vous avez donc plusieurs possibilités pour ce faire. Vous pouvez tout d'abord tenter de renégocier pour l'avenir le montant du loyer en raison d'une baisse de la valeur locative consécutive à la crise sanitaire. On verra par la suite plus précisément ce détail avec la question de la révision triennale du loyer. Et vous pouvez également renégocier la dette locative en sollicitant du bailleur, alors soit des délais de paiement avec le cas échéant un rééchelonnement de votre dette, ou des abandons de loyer qui sont bien évidemment beaucoup plus difficiles à obtenir des bailleurs. L'idée en réalité est de faire accepter au bailleur, qui n'est pas juridiquement contraint, une répartition des conséquences financières de l'épidémie de Covid-19 qui constitue la réalisation d'un risque global qui doit être supporté par tous les acteurs économiques. Alors, on peut passer en revue quelques éléments qu'il est possible de mettre en lumière ou de proposer dans le cadre d'une négociation avec le bailleur. Alors, tout d'abord, comme l'a rappelé ma consoeur, il est nécessaire de rappeler systématiquement qu'il existe un intérêt commun entre les parties, dans la mesure où le bailleur souffre également de la résiliation du bail, dans la mesure où il sera particulièrement difficile pour lui de retrouver un preneur dans ces temps de crise, surtout pour des locaux monovalents, comme les hôtels, ou qui sont frappés d'une interdiction administrative. Alors, par la suite, il est utile également de rappeler aux bailleurs la mise en place par le législateur d'un crédit d'impôt dans le cadre de la loi de finances pour 2021, en cas d'abandon de loyer du bailleur. Alors, plusieurs conditions, je vais revenir sur les quelques conditions qui sont exigées par le législateur. Alors, ce crédit d'impôt bénéficie assez largement à tout bailleur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Le preneur doit avoir vu son activité interdite au cours du mois de novembre 2020. À noter que même s'il exerçait à emporter ou avec le click and collect, le bailleur pourra bénéficier de ce crédit d'impôt. Le législateur a mis en place un certain nombre de seuils tenant aux preneurs qui sont exigés pour que le bailleur puisse bénéficier de ce crédit d'impôt. Le preneur doit avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés. Il ne doit pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019 et il ne doit pas avoir été placé en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Ces conditions doivent être réunies par le preneur, mais c'est bien évidemment le bailleur donc, qui bénéficie de ce crédit d'impôt, mais il est utile de lui rappeler l'existence de ce dispositif. Si ces conditions sont réunies, le bailleur bénéficie d'un crédit d'impôt à hauteur de 50% des loyers abandonnés au titre du mois de novembre 2020, à condition que ces abandons aient été consentis avant le 31 décembre de l'année qui vient de débuter. Il est également utile de lui rappeler que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a prolongé la déductibilité des abandons de loyer du bénéfice imposable pour les loyers du 15 avril 2020 au 31 décembre 2020. On a donc le législateur qui incite fortement le bailleur à abandonner les loyers en lui offrant cette possibilité de bénéficier du crédit d'impôt et de déduire les abandons des loyers de son bénéfice imposable. Alors, au-delà de ces mécanismes législatifs et de l'existence d'un intérêt commun qu'il est bon de rappeler effectivement aux bailleurs dans le cadre d'une négociation, il y a plusieurs propositions concrètes qui peuvent être faites, des propositions de nature contractuelle pour l'inciter à vous consentir soit des abandons de loyer, soit un échelonnement de la dette locative. Alors, tout d'abord,
vous pouvez lui proposer une clause recette, qui est une clause par laquelle les parties déterminent tout ou partie du loyer dû par le preneur en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise. Il s'agit ici d'intéresser le bailleur à la réussite future de l'exploitation en contrepartie de son soutien et ainsi partager dans une mesure qui sera à définir par les parties les risques de l'entreprise pendant cette période. L'insertion de cette clause dans le bail commercial a des conséquences assez importantes. Elle est susceptible en effet de faire obstacle aux règles de fixation et de révision du loyer issu du statut des baux commerciaux. Il est ainsi conseillé de limiter dans le temps cet intéressement du bailleur afin de ne pas perdre le bénéfice d'une révision triennale ou de la fixation judiciaire du bail renouvelé. Alors, deuxième clause qui peut être proposée au bailleur dans le cadre d'une négociation sur le loyer, c'est la clause recette, qui est une clause par laquelle les parties déterminent, en tout ou partie, qui est une clause, excusez-moi, par laquelle les parties conviennent que le bailleur qui consent un abandon de loyer aura la possibilité dans le futur de réclamer à nouveau sa dette si la situation du preneur s'améliore. Il s'agit en réalité de proposer un abandon provisoire de loyer qui est conditionné à l'absence de retour à meilleure fortune du bailleur. Cette clause doit être définie précisément et plus particulièrement les conditions financières du retour à meilleure fortune du preneur doivent être définies précisément. Notamment, vous pouvez par exemple définir ce retour à meilleure fortune en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires du preneur sur une période déterminée. Deuxième élément qui doit être défini dans le cadre de cette clause, c'est la durée maximale au cours de laquelle ce retour à meilleure fortune est susceptible de remettre en cause les abandons de loyer qui auront été consentis par le bailleur. Alors, dans le cadre de cette négociation avec le bailleur sur le loyer ou sur la dette locative, le bailleur pourrait exiger un certain nombre d'éléments, de modifications du contrat de bail sur lesquels le preneur devra être particulièrement vigilant. Le bailleur peut tout d'abord demander au preneur la réalisation d'un certain nombre de travaux dans les locaux loués, en contrepartie par exemple d'une franchise de loyer. Alors, bien évidemment, il pourrait là s'agir d'un moyen pour le preneur d'obtenir un abandon de loyer, et c'est tout à fait acceptable comme proposition, mais il faudra être particulièrement vigilant afin de maîtriser les coûts de ces travaux et précisément définir ces travaux préalablement à l'accord pour ne pas être pris au dépourvu par la suite. Également, le bailleur pourrait souhaiter, par exemple, réécrire la clause d'indexation. Alors ici, il faudra également être particulièrement attentif afin de ne pas augmenter la charge que constitue le loyer en tentant justement de le renégocier. Donc là, il est particulièrement utile de se faire conseiller dans le cadre des négociations, surtout si une proposition de modification de la clause d'indexation est formulée par le bailleur. Enfin, le bailleur pourrait, en contrepartie de l'abandon de loyer, exiger que le preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale et s'engage sur une durée ferme. Alors, cette renonciation est possible depuis la loi Pinel uniquement pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans et pour les locaux monovalents, comme par exemple les hôtels. Voilà, en tout état de cause, comme vous l'a rappelé ma consoeur, l'accord que vous trouverez avec le bailleur devra être matérialisé par un écrit, alors qu'il s'agisse d'un avenant au contrat de bail en cas de révision du loyer, par exemple, ou qu'il s'agisse d'un protocole transactionnel sur le rééchelonnement de la dette locative.
Voilà, je repasse la parole à ma consoeur qui va vous exposer donc l'action du bailleur en cas de non-paiement du loyer. Merci. Donc là, désormais, vous savez maintenant que la négociation joue un rôle central. Vous savez comment initier la négociation et que négocier. Et donc maintenant, pour bien mener votre négociation, il convient que vous soyez informé de la différente position en fait, des parties et notamment de l'action judiciaire que pourrait mener le bailleur, puisque c'est très souvent ce qui se passe en fait quand le locataire ne règle pas son loyer, qu'il n'y a pas d'accord qui est trouvé, le bailleur va généralement intenter une action en justice afin d'obtenir la condamnation du preneur au paiement des loyers, voire l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion du preneur. Dans le cadre de cette partie, donc dédiée à l'action judiciaire du bailleur, nous envisagerons dans un premier temps les voies procédurales qui sont offertes au bailleur, ainsi que les moyens de défense à la disposition du preneur, moyens de défense du droit commun, donc qui sont disponibles, qui sont prévus en fait par le Code civil. Et puis, dans un second temps, nous évoquerons le dispositif de protection du preneur qui a été mis en place par les pouvoirs publics dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, puisque, comme vous le savez, plusieurs textes dans ce cadre ont été adoptés pour protéger le preneur et pour lui permettre de paralyser quelques actions du bailleur. Concernant les voies procédurales et les moyens de défense de droit commun. Tout d'abord, il convient de mentionner, alors ce n'est pas une procédure à proprement parler, c'est plutôt un préalable qui est ouvert au bailleur. Il s'agit de la saisie conservatoire. Cette mesure de saisie conservatoire va permettre au bailleur de geler, entre guillemets, le montant de sa dette locative sur le compte bancaire du preneur. Sur le compte bancaire du preneur, c'est le cas le plus classique, mais il faut savoir que d'autres valeurs pourraient être saisies, telles que par exemple votre stock ou des machines ou des équipements qui seraient présents dans vos locaux, par exemple. En temps normal, et pour la majorité des cas, j'ai envie de dire, la saisie conservatoire doit être autorisée par le juge. C'est-à-dire que le créancier doit saisir le juge pour lui exposer le fait qu'il détient une créance et obtenir son autorisation pour saisir de manière conservatoire, geler le montant de la dette sur les comptes bancaires de son débiteur, en attendant bien évidemment une décision de justice, puisque c'est une mesure conservatoire et le gel est opéré donc en l'attente d'une décision qui peut-être condamnera le débiteur à régler son créancier. Et lorsque donc le créancier obtiendra cette décision, il pourra convertir la saisie conservatoire et en fait, ça lui apporte une garantie, entre guillemets, d'être payé s'il obtient une condamnation. Il faut savoir que le bailleur dispose d'un délai d'1 mois à compter de la saisie pour assigner le preneur et tenter d'obtenir une décision de condamnation à son encontre. Mais il convient aussi de souligner que le preneur peut contester cette mesure auprès du juge en prouvant que les conditions ne sont pas remplies et ou en invoquant les textes spécifiques de protection des preneurs adoptés par les pouvoirs publics selon la période concernée. Et la contestation d'une saisie conservatoire, donc si vous faites l'objet d'une telle mesure, moi je vous invite bien évidemment grandement à la contester et à vous diriger assez rapidement vers un avocat pour ce faire, puisque les délais sont assez courts et qu'à mon sens, il y a des possibilités pour obtenir la mainlevée de la saisie, comme l'illustre une décision qui a été rendue par le juge de l'exécution de Paris sur ce point le 9 juillet 2020. En l'espèce, donc, il s'agissait d'une saisie conservatoire qui portait sur les loyers correspondant à la période de premier confinement. Et le juge a considéré de manière
plutôt inédite qu'en raison des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté des parties, la saisie devait être autorisée par le juge. Alors que, en fait, habituellement, la créance, lorsqu'elle résulte d'un bail écrit et qu'elle est constituée d'un loyer impayé, en fait, le bailleur n'a pas besoin d'avoir une autorisation préalable du juge. Le juge de l'exécution ordonne donc la main levée de la saisie conservatoire, ce qui permet au preneur de recouvrer l'intégralité des sommes en fait, qui se trouvaient sur son compte bancaire. Pour obtenir la condamnation du preneur au paiement des loyers, le bailleur dispose de deux possibilités. Deux voies procédurales lui sont offertes. La première, c'est la procédure en référé, et la deuxième, c'est la procédure au fond. Tout d'abord, la procédure en référé, c'est une procédure d'urgence et d'évidence, entre guillemets. Elle permet d'obtenir des mesures provisoires relativement rapidement. Relativement parce que ça prend tout de même un petit peu de temps, dans la mesure où là, si le bailleur souhaite assigner son preneur en référé pour obtenir un paiement de loyer impayé, la première date d'audience disponible se situe au début du mois de mars, donc on a un délai de pratiquement 2 mois. Déjà, ensuite, le preneur va très certainement demander un premier envoi, ce qui va encore rajouter des délais. Il va y avoir des débats, une audience de plaidoirie. Lorsque l'affaire va être plaidée, le juge ne rend pas sa décision sur le siège, donc c'est-à-dire que lorsque l'affaire est plaidée, à la fin de la plaidoirie, le juge va communiquer une date à laquelle il va rendre son délibéré. Cette date nécessite encore, le rendu de délibéré nécessite encore un délai supplémentaire. Et ensuite, la décision sera communiquée, la décision exécutoire qui sera exécutée. Personnellement, j'estime que n'est pas vraiment envisageable d'obtenir une décision exécutoire avant un délai de, je dirais, au moins 6 mois, sachant qu'en plus, il y a les vacances judiciaires qui peuvent interférer également. Donc c'est une procédure qui est rapide, mais qui nécessite quand même un petit peu de temps. Il faut savoir aussi que le juge en référé entrera en voie de condamnation et condamnera le preneur uniquement s'il estime que la créance du bailleur n'est pas sérieusement contestable. Donc la défense du preneur va consister à soulever un maximum de contestations et de convaincre le juge que ces contestations sont sérieuses. Et si le juge retient une contestation sérieuse, dans ce cas-là, il va considérer qu'il n'y a pas lieu à référer et que le bailleur doit donc saisir le juge du fond, sachant que la procédure au fond est une procédure qui est beaucoup plus longue. Concernant cette procédure en référé, les contestations sérieuses et la question des loyers Covid, entre guillemets, les premières décisions qui ont été rendues sur cette question semblent démontrer qu'il y a des chances que le juge des référés retienne une contestation sérieuse à la demande du bailleur concernant sa demande de paiement des loyers correspondant à la période du premier confinement. Comme l'illustrent 2 ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2020. Donc dans cette affaire, il s'agissait de baux commerciaux à destination de pharmacies pour la première affaire et d'une salle de sport pour la deuxième. Les impayés concernaient la période du premier confinement pour la salle de sport et du premier confinement, mais également du 3e trimestre 2020, donc de la période de reprise entre guillemets pour la pharmacie. Le tribunal a rejeté les moyens tirés de la force majeure et du manquement à l'obligation de délivrance du bailleur. Il précise néanmoins que le moyen tiré de l'exception d'inexécution doit être étudié à la lumière de l'obligation pour les parties de négocier de bonne foi. Et concernant la question de la bonne foi, dans les 2 affaires, le tribunal retient que le secteur d'activité du preneur a été fortement perturbé économiquement par le confinement décidé par les pouvoirs publics et les restrictions de déplacement de la clientèle, et que le preneur justifie de s'être rapproché de son bailleur pour tenter de trouver une solution amiable. D'où la nécessité de
de formuler sa demande de négociation par écrit. Le tribunal considère donc que la demande en paiement des loyers afférents au deuxième trimestre 2020, qui est celle donc qui correspond au premier confinement, est sérieusement contestable et dit n'y avoir lieu à référer sur celle-ci. Cependant, attention concernant la période du troisième trimestre 2020, la période de reprise, entre guillemets, le tribunal entre en voie de condamnation, mais il octroie des délais de paiement assez larges aux preneurs, puisque le paiement devrait être effectué en 10 mensualités. Concernant les loyers, cependant, correspondant à la période du premier confinement, le bailleur devra donc intenter une procédure au fond. Une deuxième décision illustre aussi la possibilité de convaincre le juge qu'il existe une contestation sérieuse au paiement des loyers Covid, entre guillemets. Il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 décembre 2020, qui concernait un bail commercial à destination de commerce de prêt-à-porter. La dette locative était ancienne, elle datait de début 2019, mais incluait les loyers correspondant à la période de premier confinement. La Cour d'appel statuait sur appel d'une ordonnance de référé. Donc là aussi, il s'agissait de convaincre la Cour qu'il existait des contestations sérieuses. Et la Cour d'appel, donc sur ce point, retient que la fermeture totale du commerce est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure. Donc elle n'admet pas la force majeure, mais elle considère que la fermeture totale est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure. Elle considère donc qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des loyers qui correspondent à la période de premier confinement. Cependant, elle entre en voie de condamnation concernant le paiement des loyers antérieurs, puisque la dette locative était ancienne et remontait à 2019. Mais pour les loyers correspondant à la période du premier confinement, le bailleur devra donc saisir le juge du fond. Et quand je mentionne le juge du fond, donc il s'agira pour le bailleur de diligenter en fait une procédure au fond qui est beaucoup plus longue puisqu'elle est d'une durée de 2 à 3 ans et elle a une issue aussi qui est plutôt incertaine puisque nous ne savons pas comment les juges vont appréhender les moyens de défense de droit commun tels que la force majeure, exception d'inexécution, etc. Cela additionné à la possibilité pour le preneur de demander des délais de paiement. Donc il est possible en fait, et il faut le garder en tête dans le cadre de votre négociation, que si le bailleur vous indique qu'il va diligenter à votre encontre une procédure judiciaire, s'il saisit en référé, vous pourrez faire valoir une contestation sérieuse de sorte qu'il sera contraint de saisir le juge du fond. La procédure au fond est très longue et peut se solder pour le bailleur par l'octroi au profit du preneur de délais de paiement. Donc, le preneur, à mon sens, est quand même dans une position plutôt favorable concernant la négociation à initier auprès du bailleur pour demander un rééchelonnement ou une remise partielle de loyer. Concernant les moyens de défense de droit commun, l'article 1343-5 du Code civil permet aux débiteurs de demander au juge des délais de paiement jusqu'à 2 ans. Et il y a également les moyens de défense offerts par le Code civil, qui sont la force majeure, l'exception d'inexécution, la perte de la chose louée, l'imprévision, le fait du prince. Beaucoup de moyens qui ont d'ailleurs été fortement relayés par les médias, mais cependant, ce qu'il faut retenir, à mon sens, sur ces moyens de droit commun, c'est que concernant en tout cas les juridictions parisiennes, et je me focalise sur ces juridictions-là puisque nous sommes à Paris et qu'il est à mon sens plus opportun de s'intéresser aux décisions de justice locales, entre guillemets. Donc ces moyens tirés de la force majeure, etc., ont été rejetés en référé par le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire dans les décisions précitées. La Cour d'appel de Paris a cependant considéré que la fermeture totale du commerce de la société locataire était susceptible de revêtir le caractère de la force majeure, mais elle ne l'a pas pour autant admis.
puisque il revient au juge du fond en fait, de se positionner sur cette question. Et à notre connaissance, aucune décision n'a été rendue sur le fond par une juridiction parisienne sur ces questions de force majeure, exception d'inexécution, perte de la chose louée, etc. Cependant, hors les juridictions parisiennes, il est à relever que la Cour d'appel de Grenoble, concernant ces moyens, donc a rejeté les moyens tirés de l'exception d'inexécution et de la force majeure, et a condamné les preneurs à régler les loyers commerciaux afférents à la période d'interdiction d'ouverture liée à la pandémie de Covid-19. Donc là, finalement, nous n'avons que peu de recul en fait, sur ces moyens de droit commun tirés de la force majeure, exception d'inexécution, etc. Mais ce qui est quand même établi, c'est que si le bailleur initie une procédure, le preneur dispose de possibilités pour gagner du temps, en fait, finalement. Et cette possibilité lui est offerte à la fois par le droit commun, mais également par les textes qui ont été adoptés pour protéger le preneur dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et sur ce point, je laisse la parole à mon confrère qui va vous exposer ce dispositif de protection plus en détail. Merci. Effectivement, le législateur, enfin les pouvoirs publics ont mis en place, alors de manière successive, pour le premier confinement, puis pour le couvre-feu et le second confinement, deux mécanismes spécifiques de protection des preneurs, qui sont assez différents, mais qui établissent une paralysie des sanctions en cas de non-paiement des loyers. Alors, la première ordonnance, c'est une ordonnance une des ordonnances du 25 mars 2020 qui paralyse un certain nombre de sanctions de nature contractuelle ou légale. Les preneurs ne peuvent donc encourir de pénalités financières, d'intérêts de retard, de dommages et intérêts, d'astreintes. Les clauses résolutoires sont également paralysées. Les clauses résolutoires, c'est les clauses qui sont généralement insérées dans le contrat de bail et qui permet au bailleur de faire constater la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers sans avoir à assigner au fond en résolution judiciaire du bail. Donc ces clauses sont également paralysées. La clause pénale est également paralysée, de même que toutes les garanties qu'aurait pu prendre le bailleur, que ce soit des garanties personnelles ou réelles. Ainsi, par exemple, le cautionnement que le dirigeant d'entreprise a pu consentir dans le cadre du contrat de bail est également paralysé, de sorte que le bailleur ne pourra pas venir rechercher le dirigeant sur ses biens personnels. Le second dispositif qui a été mis en place, il a été mis en place donc par une loi, la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, qui date du 14 novembre dernier, et qui institue un régime de paralysie beaucoup plus large et beaucoup plus efficace au bénéfice des preneurs. En plus de la paralysie des sanctions contractuelles et légales, donc des clauses pénales, des clauses résolutoires et d'autres pénalités financières qui auraient pu être prévues, le second dispositif paralyse également toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à l'encontre du preneur. On a donc une paralysie générale de tous les moyens d'action du bailleur en cas de non-paiement du loyer du preneur dans le cadre de ce second dispositif de protection. Donc, le bailleur ne pourra pas agir non seulement en paiement des loyers, mais il ne pourra pas non plus demander, pratiquer des mesures conservatoires qui vous ont été précédemment exposées, comme par exemple la saisie conservatoire. Voilà, il ne pourra plus les pratiquer dans le cadre de ce second dispositif. Alors, ce second dispositif ne fait pas obstacle, en revanche, à la compensation des sommes dues
par le bailleur, dû par le preneur, pardon. Et donc, il pourra compenser avec les sommes qu'il vous doit, vous. Alors, le champ d'application de ces deux dispositifs est assez similaire, même s'il n'est pas défini par les mêmes termes par les pouvoirs publics. Le premier, celui applicable au premier confinement, s'applique à tous les preneurs, personnes physiques ou morales, qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, alors que le second s'applique aux personnes physiques ou morales qui sont affectées par une mesure de police administrative prise donc soit en application de l'état d'urgence sanitaire, soit de la loi du 9 juillet 2020 qui autorise la sortie de l'état d'urgence sanitaire et qui institue un régime de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire à l'issue du premier confinement. Alors, un certain nombre de critères d'éligibilité sont exigés du preneur pour pouvoir bénéficier de ces deux dispositifs. S'agissant du premier confinement, les critères sont ceux du Fonds de solidarité qui ont été déterminés par le décret du 30 mars 2020 qui a été modifié à plusieurs reprises et sur lesquels je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui. Pour le couvre-feu et le second confinement, les critères sont fixés par un décret qui est paru le 30 décembre dernier et qui fixe des critères cumulatifs. Il est exigé que le preneur ait moins de 250 salariés, que son chiffre d'affaires constaté lors d'un exercice clos soit inférieur à 50 millions d'euros, et que la perte de chiffre d'affaires soit d'au moins 50% entre le 1er et le 30 novembre 2020. Cette perte étant calculée en comparant le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 avec celui du mois de novembre 2019, ou, si le preneur le souhaite, le chiffre d'affaires moyen de 2019. Alors, pour justifier de la réunion de ces critères d'éligibilité, le premier dispositif ne précise pas quel justificatif à fournir. Il semble toutefois que l'accusé de réception de la demande d'aide au titre de fonds de solidarité permette de justifier de la situation du preneur, tant à l'égard du bailleur que dans le cadre d'éventuelles actions judiciaires qui seraient engagées. S'agissant du couvre-feu et du second confinement, le pouvoir exécutif précise dans son décret du 30 décembre 2020 que le preneur doit produire, donc à la fois au bailleur dans le cadre de ses négociations et dans le cadre d'une éventuelle action du bailleur, une déclaration sur l'honneur accompagnée de tout justificatif comptable, fiscal ou social qui permettrait de justifier à la fois de la condition tenant à l'effectif et de la condition tenant au chiffre d'affaires du preneur. Et pour les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité, l'accusé de réception du dépôt de la demande d'aide. Alors, il est important de savoir quels loyers sont concernés par ces deux dispositifs successifs. Alors, pour le premier confinement, les loyers qui sont couverts par cette paralysie donc des sanctions, je le rappelle, contractuelles ou légales, comme les clauses résolutoires de plein droit ou les clauses pénales, ce sont les loyers dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020. Donc pendant cette période, le preneur ne peut encourir de pénalités contractuelles ou de résolution de plein droit de son bail en raison d'un non-paiement des loyers. Pour le second dispositif, donc applicable pour le couvre-feu et le second confinement et la suite assez incertaine, les loyers qui sont exigibles depuis le 17 octobre 2020 sont susceptibles sont couverts par ce dispositif. Donc, concrètement, le bailleur ne pourra pas agir en paiement
des loyers pour tous les loyers exigibles après le 17 octobre 2020. Alors, il convient de noter qu'il existe donc une période qui n'est pas couverte par la suspension des sanctions et des procédures d'exécution. C'est la période du 10 septembre au 17 octobre 2020. Donc, en cas de non-paiement des loyers échus pendant cette période, le preneur sera redevable des pénalités contractuelles et pourra, par exemple, demander ou faire constater la résolution de plein droit du bail. L'objectif est donc de limiter cette période de non-couverture par un dispositif de protection. Il est donc conseillé au preneur d'affecter prioritairement les paiements qu'il réaliserait au profit du bailleur au loyer dont l'échéance intervient entre le 10 septembre et le 17 octobre 2020. Je vous rappelle en effet que le Code civil permet au débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entend acquitter. Et donc, le preneur peut donc parfaitement décider d'imputer en priorité ses paiements au loyer échu pendant cette période. Donc, comme nous venons de le voir, ces deux dispositifs sont assez protecteurs. Ils paralysent en revanche uniquement les sanctions et ne portent pas sur la dette elle-même, c'est-à-dire que les loyers restent dus. C'est une situation un peu ambiguë parce que la dette reste due, mais le bailleur ne peut plus agir à l'encontre du preneur. Cette situation est liée au fait qu'il est assez compliqué d'un point de vue constitutionnel et conventionnel pour le législateur et le pouvoir exécutif de prendre des mesures directement sur la dette elle-même, car ça contreviendrait à la protection de la propriété, de son droit de propriété sur sa créance. Donc ces dispositifs paralysent uniquement les sanctions et non pas la dette elle-même. Alors, il existe des outils à disposition du preneur pour jouer sur cette dette et pour négocier cette dette, pour aménager cette dette. Alors, ces deux instruments dont la finalité est assez différente sont assez efficaces. Il s'agit d'une part de la procédure de conciliation qui est prévue au livre 6 du Code de commerce et l'exercice par le preneur de sa faculté de résiliation de révision triennale du loyer et de fixation judiciaire du loyer renouvelé. Alors, s'agissant de la procédure de conciliation, tout d'abord. La procédure de conciliation, c'est une procédure amiable, à la différence des procédures collectives que constituent la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire et qui impose une discipline collective aux créanciers. Donc la procédure de conciliation, c'est une procédure amiable qui a pour objectif de trouver, avec l'aide d'un conciliateur, un accord amiable avec les principaux créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise. C'est une procédure qui est ouverte à la demande du débiteur à deux conditions cumulatives. Tout d'abord, qu'il justifie d'une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et d'autre part, qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Alors, plusieurs ordonnances ont été adoptées par le gouvernement dans le cadre de la procédure, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, et qui accroissent l'intérêt de cette procédure pour les débiteurs et notamment pour les preneurs. Tout d'abord, désormais, le président du tribunal de commerce peut, lorsqu'un créancier n'accepte pas dans le délai qui lui aurait été fixé par le conciliateur, n'accepte pas les demandes de suspension de l'exigibilité de sa créance, le président du tribunal pourra interrompre ou interdire toute action de justice, arrêter
ou interdit toute procédure d'exécution et surtout reporter ou échelonner le paiement des sommes dues pour toute la durée de la procédure, qui peut désormais durer jusqu'à 10 mois. Alors, un autre dispositif particulièrement intéressant qui a été mis en place par une ordonnance adoptée par le pouvoir exécutif le 20 mai 2020, c'est la possibilité pour le débiteur de demander au président du tribunal, au juge qui a ouvert la procédure de conciliation, de faire application de l'article 1343-5 du Code civil avant toute mise en demeure ou poursuite d'un créancier qui n'a pas accepté la demande de suspension du conciliateur. Le débiteur peut donc obtenir une suspension du paiement de ses loyers jusqu'à une durée de 2 ans, sans attendre les éventuelles poursuites du créancier et sans avoir à assigner son bailleur en paiement, sur simple requête au président du tribunal de commerce qui a autorisé l'ouverture de la procédure de conciliation. On a une procédure qui est donc assez simple pour obtenir des délais de paiement, une suspension des paiements. Tout d'abord, une ouverture de la procédure sur simple requête adressée au président du tribunal de commerce et qui expose la situation économique du preneur, ses besoins de financement et, voilà, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Cette requête peut aussi comprendre le nom d'un conciliateur. Ensuite, le conciliateur qui aura été désigné donc, sur simple requête écrira au créancier afin de solliciter des délais de paiement. Et en l'absence de réponse positive du bailleur, il sera possible pour le débiteur de saisir le président du tribunal sur simple requête, une nouvelle fois, pour reporter ou échelonner le paiement des sommes dues jusqu'à 2 années. Et voilà, il faut savoir aussi que compte tenu de la crise sanitaire, les présidents des tribunaux de commerce sont assez favorables aux débiteurs et accordent assez régulièrement des moratoires sur cette période assez longue de 2 ans, en l'absence d'accord du bailleur suite à la sollicitation du conciliateur. Alors, on le voit bien, l'intervention du conciliateur est centrale dans cette procédure et permet d'obtenir assez facilement des délais de paiement assez longs. Elle représente, c'est vrai, un coût qu'il faut prendre en compte, mais il est possible d'anticiper ce coût et de le maîtriser en se rapprochant d'un professionnel préalablement à l'ouverture de la procédure et en signant une convention d'honoraires avec lui. Et voilà, cette intervention du conciliateur est décisive à la fois parce que c'est un professionnel de la négociation avec les créanciers et que par conséquent il aura peut-être plus de clés pour négocier avec le bailleur. Alors les conciliateurs sont en règle générale des administrateurs judiciaires. Et ensuite et surtout parce que ce conciliateur a une relation particulière avec le président du tribunal de commerce qui l'a désigné et qui par la suite aura la possibilité d'ordonner de manière coercitive des délais de paiement jusqu'à 2 années. Voilà. Alors, cette procédure de conciliation permet donc d'obtenir essentiellement, de jouer sur la dette locative, donc soit en obtenant des délais de paiement, soit également en obtenant des abandons de loyer dans le cadre des négociations menées par le conciliateur. En tout cas, c'est sur la dette locative et maintenant je repasse la parole à ma consoeur qui va vous parler d'un mécanisme, de plusieurs mécanismes pour jouer cette fois-ci non plus sur la dette locative, mais sur le loyer en lui-même. Merci. Donc voilà, maintenant, vous savez que les preneurs disposent de leviers dans le cadre de la négociation à intervenir avec le bailleur.
Et l'un de ces leviers est constitué par les mécanismes légaux de révision du loyer. Donc là, il ne s'agit plus d'agir sur la dette locative, mais d'obtenir une fixation du montant du loyer à la baisse. C'est un argument qui est important puisque le bailleur n'a pas intérêt à s'exposer à ce qu'un nouveau loyer soit fixé et que ce nouveau loyer soit inférieur au loyer actuel, puisque ça va réduire en fait la valeur de son local qui est intimement lié à son occupation. Il y a 2 mécanismes qui sont prévus par le Code de commerce concernant la révision du loyer. Il s'agit tout d'abord de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé et il y a également le mécanisme de la révision triennale. Ces 2 mécanismes s'appliquent à des moments différents de la vie du bail, puisque concernant la fixation du loyer du bail renouvelé, ce mécanisme est, cette procédure peut être intentée si le bail arrive à son terme, donc si la date de fin entre guillemets de bail arrive, ou si le bail est en tacite prolongation. La tacite prolongation, c'est la période qui suit la fin du bail. C'est-à-dire que le bail est arrivé à son terme, qu'aucune des 2 parties ne s'est manifestée, de sorte que le bail s'est poursuivi comme avant, moyennant les mêmes clauses et conditions, le paiement du même loyer, et de sorte que nous nous trouvons dans la période de tacite prolongation qui peut durer indéfiniment. Dans le cadre de cette procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, plusieurs conditions doivent être remplies. Donc la condition temporelle et également pour une fixation du loyer à la baisse, il convient d'établir que la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné. Pour le montant du loyer plafonné, donc il est calculé en fonction du montant du loyer figurant sur votre bail. Combiné à la variation d'indices qui sont différents selon l'activité du preneur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont des critères assez techniques. Et pour la valeur locative, retenez simplement que les critères de fixation de la valeur locative sont énoncés par le Code de commerce et que la crise d'épidémie de Covid-19 et les conséquences surtout de cette crise, les mesures adoptées, etc., sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la valeur locative des locaux commerciaux. Concernant la procédure de révision triennale, cette procédure peut être intentée si le loyer est applicable depuis au moins 3 ans. Donc, c'est-à-dire que 3 ans doivent être écoulés depuis soit l'entrée en jouissance, donc la remise des clés, ou bien d'une précédente révision qui aurait fixé un nouveau montant du loyer, ou d'un avenant de renouvellement qui aurait aussi prévu un nouveau loyer. Si le bail contient une clause d'indexation, donc c'est une clause qui permet la variation généralement annuelle, mais ça peut être aussi trimestrielle, triennale, excusez-moi, du loyer en fonction de différents indices. C'est une clause qui est très courante, mais dans ce cas-là, le délai de 3 ans se compte bien évidemment à compter de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer et pas depuis la dernière indexation qui très généralement a lieu tous les ans. D'autres critères doivent être démontrés. Il faut rapporter la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et que celle-ci a entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Donc là aussi, ce sont des critères techniques. Retenez simplement que la modification matérielle des facteurs de locaux de commercialité serait susceptible d'être caractérisée par les effets de la pandémie de Covid-19. Mais c'est une question en fait d'experts sur laquelle nous n'avons que très peu de recul actuellement compte tenu du caractère inédit de la situation. La procédure est identique dans les 2 cas, donc dans le cas de la révision triennale et de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé. La demande doit être formulée par lettre commandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. Attention, puisque
il y a des mentions obligatoires à respecter, donc je vous conseille de vous faire assister. Si le bailleur refuse, la procédure se poursuit par un échange de mémoire entre les parties, puis elle sera ensuite portée devant le juge. Hem, Compte tenu de la technicité, des critères, des conditions à remplir, heu, un expert sera systématiquement désigné par le juge avec pour mission, de donner son avis sur, la valeur locative dans le cas de la fixation, du montant du loyer du bail renouvelé ou sur la modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné ou pas, par elle-même, une variation de plus de 10 de la valeur locative. Après l'expertise, la procédure se poursuivra de nouveau devant le tribunal, qui disposera dès lors du rapport de l'expert et qui pourra rendre une décision éclairée, entre guillemets, sur la question de savoir si le loyer doit ou non être fixé à la baisse. Le nouveau loyer sera applicable à compter de la date de renouvellement du bail pour la procédure de fixation du montant du loyer du bail renouvelé ou à compter de la demande pour la révision triennale. Et il convient de savoir que les parties peuvent décider à tout moment de conclure un accord et de mettre fin à la procédure. Et c'est vraiment ce point qui nous intéresse aujourd'hui, puisque là, ces deux procédures sont plutôt à ce stade envisagées en termes de levier de négociation, puisqu'il faut garder à l'esprit que ce sont des procédures qui sont très longues, puisque il s'agit en fait d'une procédure schématiquement au fond, donc qui dure plusieurs années, à laquelle s'ajoute une procédure, pas une procédure d'ailleurs, mais une expertise qui peut être plus ou moins longue selon les experts, et c'est une procédure qui a un coût. Euh, Tout d'abord, il y a les coûts, bien évidemment, les honoraires d'avocat, mais également, l'expert est rémunéré par les parties et tout ceci, représente un coût qui n'est, pas négligeable. Il convient aussi de souligner que, comme je l'indiquais, nous n'avons que très peu de recul sur la question de savoir si la crise de Covid, d'épidémie de Covid-19 est susceptible de de caractériser les conditions requises pour obtenir une fixation du loyer à la baisse. Mais cependant, vous disposez d'une possibilité qui est intéressante, c'est que vous pouvez euh, piocher entre guillemets dans la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Paris, puisque quand, lors de la procédure de fixation du loyer, l'une des deux procédures évoquées, le juge désigne un expert, il désigne un expert qu'il choisit en fait sur une liste d'experts judiciaires près la Cour d'appel. Et ces experts en fait ne travaillent pas exclusivement avec les tribunaux et les cours d'appel, mais elles sont également à la disposition des preneurs et des bailleurs pour leur fournir des expertises amiables. Et donc vous pouvez tout à fait solliciter un expert et lui demander de se prononcer en fait sur la question de savoir si, à son sens, les conditions seraient ou non remplies pour obtenir une fixation du montant du loyer à la baisse. Et surtout, ce rapport d'expertise amiable euh, va vous donner des arguments pour indiquer au preneur que voilà, vous avez en main un rapport amiable indiquant que la valeur locative est inférieure au loyer plafonné, par exemple, dans le cadre d'un renouvellement, et que là, vu les difficultés auxquelles vous faites face actuellement, vous réfléchissez à intenter une procédure en fixation du montant du loyer du bail renouvelé. Et il faut savoir aussi que le bailleur, comme je le disais, aura plutôt intérêt à négocier en fait un rééchelonnement ou peut-être une remise de loyer plutôt que de s'exposer à voir le loyer fixé à la baisse, puisque lorsque le loyer sera, enfin, si le loyer est fixé à la baisse, il sera applicable pour toute la suite des relations contractuelles, ce qui représente un enjeu financier qui est quand même très important pour le bailleur. En conclusion de cet atelier, plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, la négociation est à notre sens à privilégier, la négociation de bonne foi évidemment.
Les actions du bailleur contre le preneur sont limitées. Elles sont limitées à la fois par les moyens de défense de droit commun, mais également et surtout par les textes qui ont été adoptés par les pouvoirs publics pour protéger le preneur dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et il convient aussi de garder en tête que le preneur dispose par ailleurs de leviers de négociation autres qui sont quand même importants et qui sont constitués par la procédure de révision triennale et la procédure de fixation du montant du loyer du bail renouvelé. Donc voilà, on en a terminé pour cette intervention. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos négociations et dans la gestion de votre bail en temps de Covid-19. Je vois qu'on a encore quelques minutes pour éventuellement… Oui. Comment ? Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. Absolument. Alors moi, je n'ai pas vraiment accès. J'essaie de voir les questions. Il me semble que quelqu'un a levé la main. Je pense que vous pouvez lever la main pour demander à prendre la parole et moi je peux vous autoriser à parler. C'est un peu dictatorial comme mode de fonctionnement, mais c'est… Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a une personne qui a levé la main. Oui, je viens de l'autoriser. Mais il est en muet, visiblement. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions sur, à la fois sur les mécanismes, enfin, l'état du droit applicable ou sur les différentes manières de négocier avec votre bailleur. Oui, alors. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est bien Maître Richard Aristide depuis Haïti. Bonjour. Bonjour, c'est bien Maître Richard Aristide, avocat barreau de Petit Goâve et depuis Haïti. Très bien, ravi d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur notre intervention sur, Et alors, je suis vraiment ravi de suivre une telle séance via Zoom. C'est pour la première fois, je n'ai pas de questions, alors je viens juste de vous féliciter et parce que vous me permettez de suivre une telle séance en direct. Et ça a vraiment fait chaud au cœur depuis on est Haïti. ravis de pouvoir échanger de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, et nous sommes les avocats au barreau de Petit Goâve, Haïti, et sont vraiment fiers de votre initiative. Restez toujours positif sur toute l'année. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, je vois qu'on a une question sur la question de l'activation de la caution par le bailleur en période de Covid. Alors, comme je vous le précisais dans le cadre de la deuxième partie sur effectivement les dispositifs qui ont été mis en place par le législateur, enfin par le législateur, par les pouvoirs publics de manière générale, les garanties ou cautions sont paralysées dans le cadre du premier dispositif, c'est-à-dire pour les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020. Et elles sont également paralysées pour le second dispositif, c'est-à-dire pour les loyers à compter du 17 octobre 2020. Alors, il pourrait théoriquement être activé, il pourrait être activé pendant la période intermédiaire que je vous ai présentée, donc entre le 10 septembre et le 17 octobre, qui est assez courte, mais qui permettrait d'activer
la caution. Alors, il y a des doutes au niveau juridique sur l'application du second dispositif au loyer arrivant à échéance avant le 17 octobre 2017, 17 octobre 2020, pardon. Mais on ne peut pas se baser sur cette interprétation pour l'instant. Disons que le législateur n'étant pas très clair dans sa formulation, a laissé un doute sur l'application de ce dispositif au loyer arrivant à échéance antérieurement au 17 octobre 2020, mais bon, il est aussi possible de soutenir que c'était l'intention du législateur que ce dispositif s'applique uniquement au loyer postérieurement à cette date. Donc, il semble encore possible d'activer la caution pour les loyers qui arrivent à échéance entre le 10 septembre et le 17 octobre 2020. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de payer en priorité le bailleur et d'affecter les paiements que vous réalisez au profit du bailleur sur cette période pour éviter toute trou dans ces mécanismes de protection. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, sur la détermination de la valeur locative, peut-être que... Oui, alors je regarde l'activation. Ah, d'accord, j'avais pas vu les questions. La détermination de la valeur locative d'un local commercial ne peut se faire qu'en mandatant un expert judiciaire. Ne peut-on pas, par tout autre moyen, avoir une idée de la valeur du dit local? Alors, on pourrait éventuellement avoir une idée, mais à mon sens, il convient de mandater un expert judiciaire qui interviendra à titre amiable, puisque la détermination de cette valeur est trop lourde de conséquences, entre guillemets, pour prendre le risque de l'estimer au doigt levé. Et à mon sens, en plus, le rapport d'expertise vous donnera des arguments en fait, pour votre négociation. Donc en résumé, vous pouvez peut-être éventuellement avoir une idée de la valeur locative, mais il est vraiment nettement préférable de s'appuyer sur le rapport d'un expert, d'autant que là, actuellement, la situation est vraiment inédite concernant les fermetures administratives, etc. Et même les experts eux-mêmes ont du mal à estimer la valeur locative. Donc, à mon sens, c'est vraiment une question d'expert. Il n'est pas du tout dans votre intérêt de vous aventurer à essayer d'avoir une idée et de la chiffrer vous-même. J'espère avoir répondu à votre question. Parfait. Alors oui, je pense qu'on va pouvoir vous envoyer On verra ça avec le barreau. Oui, je pense que vous avez donné vos adresses email peut-être pour vous inscrire. Donc oui, je pense qu'on pourra vous transmettre le PowerPoint sans problème. Je vous en prie. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors là, je ne vois plus trop. Merci à vous pour vos messages. Merci beaucoup. Je suis ravie que cette intervention... À votre disposition, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas, je pense que par la suite, vous avez une formation consacrée aux questions des assurances.
Parce que c'est vrai que l'enjeu, c'est effectivement de répartir les conséquences financières de cette épidémie sur les différents acteurs économiques. Et c'est vrai que les premiers qui sont touchés, c'est ceux qui exercent l'activité commerciale. Et l'idée, c'est de répartir maintenant cette charge qui est liée à une cessation de cette activité commerciale sur les différents acteurs. Donc, on vous a présenté ce matin la question de la relation avec le bailleur. Mais le souci, encore une fois, du législateur aussi, c'est qu'il est un peu difficile pour lui de répartir, de toucher directement sur la dette, parce qu'il touche au droit de créance et au droit de propriété. Et donc, c'est un petit peu compliqué de transférer de procéder à des flux financiers comme ça entre acteurs sans porter atteinte à la Constitution et aux conventions internationales. Donc voilà, en tout cas, j'étais ravi de participer à cet atelier. Également. Et ravi de constater qu'il a visiblement pu être utile. Ouais, ça fait plaisir. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose peut-être de clôturer Ouais. l'atelier. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Bonne continuation et on reste à votre disposition. Absolument. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.